Un présumé groupe de malfrats dans les filets de la police nationale, des individus qui opèrent depuis 10 ans dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Leur spécialité, le cambriolage de boutiques et le braquage de routes. Dans la commune de Didir, c'est l'engagement de 4 instituteurs dans un environnement absolument épineux qui retient notre attention. Conditions de vie pénibles, manque ou insuffisance de matériel didactique. Leur école manque à presque de tout, en dépit d'une adversité sans pareil. Vous allez le voir, nos chers enseignants donnent tout pour transmettre le savoir aux élèves de ce village presque perdu. Et puis au Sénégal, c'est toujours l'incertitude au lendemain du report de l'élection présidentielle. La contestation s'accentue dans les rues, les arrestations aussi, mais Macky Sall tente de jouer sur la carte de l'apaisement. Bonsoir à tous, merci de vous informer chez nous. Je vous le disais plus haut, la police judiciaire de l'Est a mis fin aux agissements de LS et de sa bande. Il se met la terreur depuis plus de 10 ans à Koupéla et à Fadangourma. Vol d'engins à 2 roues, de téléphones portables et devises nationales et étrangères. Voilà leur spécialité. Le gang a été arrêté le 10 janvier dernier et présenté en début de semaine à la presse avec son butin. La correspondance de Moussa Yonli depuis Fadangourma. Fin de parcours pour ce groupe de présumés délinquants. Il opérait dans la ville de Fadangourma et de Koupéla. Ce groupe est auteur de plusieurs cambriolages de boutiques et vols d'engins à 2 roues. Suite à des multiples plaintes, le service régional de la police judiciaire de l'Est engage la procédure d'enquête. Cette intervention, survenue le 10 janvier 2024, à 4h30, a permis d'interpeller le nommé LS. Et la perquisition dans son domicile a permis la saisie d'un pistolet automatique de marque New Police de calibre 8 mm, une cagoule et un cache-nez. Confronté aux éléments matériels saisis, le nommé LS reconnaît les faits et nous conduit chez un des membres du gang nommé NB. Reconnaît dans les interrogatoires comme étant des éléments du gang et déclare qu'ils sont au nombre de 12, dont une dame qui est l'épouse de leur patron nommé KD alias J et un nommé RT de nationalité étrangère. D'autres membres du groupe seront eux aussi interpellés à Koupéla grâce à l'Agence nationale de renseignement. Les interrogatoires ont permis de savoir que le groupe mène ses opérations depuis plus de 10 ans dans la zone de l'Est, du Centre-Est, jusqu'à la frontière du Ghana, dans les environs de Bakou. Plusieurs motos retirées lors des braquages ont été remises au nommé RT, qui y revend et en retour apporte armes, munitions et autres besoins du groupe. Elles ont permis également de savoir que le groupe dispose d'armes de guerre actuellement enfouies dans une zone de l'Est et nos investigations se poursuivent au fin de les saisir. En somme, 10 membres du groupe sont mis aux arrêts. Leur butin est le suivant. 8 motos volées, dont 2 victimes ont formellement identifié les leurs. Les 4 pistolets automatiques utilisés par le groupe pour les opérations. 24 téléphones portables de diverses marques volés. Une somme de 500 000 francs CFA. Des devises étrangères. Après la présentation du groupe de malfrats, 2 victimes sont entrées en possession de leur engin. Le commissaire Zakaria Traoré invite une fois de plus la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de signaler tout fait suspect en appelant le 16, le 17 ou le 10-10.
En termes de sécurité intérieure, justement, une stratégie nationale est en gestation. Elle devrait permettre de renforcer et de rendre opérationnelles les réformes déjà engagées dans ce sens. Grand banditisme, cybercriminalité, terrorisme et autres crimes économiques devraient trouver remède avec cette nouvelle politique. Maxime Ilboudou. Le Burkina Faso peaufine sa stratégie de sécurité intérieure sur les 5 prochaines années. Une boussole pour mieux maîtriser la délinquance, la cybersécurité, la criminalité transfrontalière et économique, des phénomènes grandissants et qui mettent à mal la sécurité intérieure du pays. Prennent part à son élaboration des forces de police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les corps paramilitaires. Il s'agira concrètement, après le lancement, de procéder à l'élaboration d'un rapport diagnostique qui prend en compte, n'est-ce pas, la situation actuelle que vit notre pays. Après, il y aura, n'est-ce pas, l'atelier de planification stratégique pour l'élaboration de la stratégie à proprement parler. Mais cette stratégie ne pourra être opérationnelle que si, effectivement, au niveau la stratégie de sécurité nationale est adoptée et validée. Il s'agira pour l'ensemble des parties prenantes de s'accorder sur la méthodologie et le calendrier de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité intérieure. Une fois validé, ce référentiel prendra en compte les réformes déjà engagées pour faire face à l'île terroriste et son lot de conséquences. Vous assistez sur le terrain à une réorganisation des forces de défense et de sécurité pour aller à la reconquête du territoire national. Et sur le terrain, effectivement, il y a certaines réformes qui sont déjà mises en œuvre. Quand je prends au niveau de la police, vous savez qu'on a eu une réorganisation des unités. On a créé les GOUMI. Il y a des unités mobiles d'intervention aussi qui ont été créées. La stratégie va venir capitaliser les réformes déjà en cours, mais aussi engager d'autres réformes pour une meilleure sécurisation du territoire. Le Centre national d'études stratégiques apporte son expertise à l'élaboration de la politique de sécurité nationale. Au niveau du ministère en charge de la sécurité, des efforts sont consentis pour garantir la stabilité et la protection des citoyens à l'horizon 2025. Le gouvernement déploie d'énormes efforts afin de restaurer l'intégrité territoriale et permettre au Burkina Faso de poursuivre son chemin de développement. C'est dans ce sens que s'inscrivent entre autres les actions de renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, ainsi que la réorganisation des unités opérationnelles. Cependant, malgré ces efforts, des réformes plus stratégiques méritent d'être engagées afin d'apporter une réponse plus holistique et inscrire les options de lutte dans la durée. L'élaboration de cette stratégie nationale de sécurité intérieure est soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité phase 2. Résolument engagé dans la lutte contre l'impérialisme, le Burkina Faso se tient fièrement aux côtés de la République islamique d'Iran pour son 45e anniversaire. 45 ans que le pays des ayatollahs s'est libéré du joug de l'oppresseur. L'événement a été célébré à Ouagadougou. Le témoignage de Stéphanie Ouattara, Nadège Thiam Touré et Arsène Konditamdi. La représentation diplomatique de la République islamique d'Iran au Burkina Faso célèbre la chute de l'État impérial d'Iran. C'était il y a 45 ans. Une occasion pour le Burkina et l'Iran de passer en revue l'état de la coopération entre les deux pays. Les relations entre la République islamique d'Iran et le Burkina Faso remontent à plus de 4 décennies. L'an dernier, le gouvernement de M. Rézi a décidé de sa part de relever à nouveau la relation au niveau d'ambassadeur. Une mission qui m'a été confiée dans l'objectif de faire progresser les relations entre les deux pays amis dans divers domaines grâce à l'aide des autorités burkinabées. L'axe Téhéran-Ouagadougou se dynamise à travers la première session de la commission mixte de coopération tenue en octobre 2023. Elle a permis la signature de 8 accords dans plusieurs domaines, notamment l'environnement, l'énergie et la santé. La tenue restreinte de la première session de la commission mixte de coopération entre nos deux pays, ici à Ouagadougou, avec à la clé les signatures de 9 nouveaux instruments
qui renforce le cadre juridique de notre coopération dans divers domaines. Plusieurs autres engagements ont été pris de part et d'autre et dont la mise en œuvre effective profitera grandement à nos populations respectives. Il y a de cela 45 ans, le peuple iranien a manifesté sa volonté de se défaire du néocolonialisme et de l'impérialisme en se battant pour sa pleine souveraineté. Ce peuple, qui a âprement mené un combat qui a conduit à sa libération le 11 février 1979, mérite toute notre admiration et notre respect, d'où notre présence ici ce soir. C'est en 1979 qu'une révolution islamique a emporté le Shah d'Iran, soutenu alors par les États-Unis d'Amérique. Depuis, le pays est gouverné par un système politique basé sur la philosophie politique islamo-iranienne qui combine les lois de la charia islamique à celles de la démocratie. C'est un véritable SOS que lancent les enseignants et les parents d'élèves de l'école Mouzoumoubou dans la commune de Didir, dans le Sanguier, une école de 4 classes seulement, dont une seule salle est construite en dur. Les autres sont des bâtiments de fortune à la merci du vent et de la pluie. Les fournitures scolaires sont aussi en manque, l'eau difficile à trouver. À l'école Mouzoumoubou, élèves et enseignants manquent presque de tout. Mais vous allez le voir, cette adversité est loin d'entamer le moral des acteurs. Le récit de Kwame Hervé Dapa. Le directeur de l'école Mouzoumoubou dans la commune de Didir, ici dans l'une de ses salles de classe, le CP1. Voici le bâtiment vu de l'extérieur, presque isolé. Les autres classes, les voici. Un attelage de sable, de cordes et de bois de coupe, pas de ciment, pas de fer, pour des murs de fortune soumis au sort que voudront bien leur réserver les désiderata du vent et de la pluie, le moment venu. Et cela fait 10 ans que ça dure. Il fait que chaque année, on s'en va chercher des bois, cotisation pour chercher tôle. Bon, on ne sait pas où on va. Un horizon incertain pour les 167 élèves que compte cette école où presque tout manque. Peu de tables-bancs, livres, cahiers et stylos insuffisants, pénurie d'eau. Un environnement éducatif, professionnel et social hostile que tentent de dompter les 4 courageux instituteurs sur place, mais que c'est difficile. À l'école, il n'y a pas de logement. On loge et on fait la navette chaque jour. Le matin, on vient, on reste à midi et le soir, on repart. Nos sacs-là sont pleins tous les jours. Il faut trimballer tout. Jusqu'à l'eau même, il faut trimballer tout. La nourriture, tu te lèves le matin, tu prépares. Tôt le matin, tu prépares et puis tu amènes. 28 kilomètres à parcourir ainsi chaque jour pour transmettre le savoir. Et comme si les défis n'étaient pas déjà trop élevés, parfois certains reptiles, peut-être galvanisés par le spectacle d'austérité qui se joue sous leurs yeux, n'hésitent pas à griller la politesse au cher maître. Un jour, j'étais allé au magasin, dans la petite douche du magasin, en train de, temps de me soulager. Et je sortais de la douche, un serpent aussi rentrait. C'était vraiment... Le serpent cherchait à rentrer dans la douche, je cherchais à sortir. C'était la bagarre. Hein. Bon, vite, les enfants ont vu le maître se battre seul. Bon, ils ont couru venir, le serpent est reparti, il est rentré dans le magasin. Je suis sorti, bon, il y avait la peur, puisque le serpent était rentré sous les livres, l'armoire et autres. Bon, c'était difficile de le retrouver. Bon, les enfants forçaient, j'ai vite chassé les enfants, ils forçaient donc qu'ils vont tuer le serpent, puisque je voulais le laisser là-bas, le temps qu'il ressorte seul. Les enfants forçaient, j'ai dit, bon, si les enfants forcent en tout cas pour tuer le serpent, et si tu le serpent, bon, qu'est-ce que le maître va dire? Donc il faut que le maître prenne son courage, et voilà, tuer le serpent. Bon, j'ai tué le serpent, mais vraiment, c'était pas simple. Une situation cocasse qui donne un peu de sourire à ces enseignants, une sorte de répit ici, où tout est défi. Alex IAM, les défis ne sont plus basiques. L'Université de l'Unité africaine dispose bien de commodités qu'il faut pour ses étudiants. Des étudiants à qui on inculque et développe la fibre patriotique. Ce temple du savoir dirigé par Moussa Ahmed Diallo
organise régulièrement une montée des couleurs en son sein. La tradition a été respectée lundi en présence d'un représentant du ministère de la Défense. Archimède Boy nous en dit plus. Pour la 838e fois en 16 ans, les couleurs nationales sont hissées sur le mât de l'Université de l'Unité africaine, ex-IAM, à Ouagadougou. En chœur, tous entonnent l'hymne national. Une seule nuit à réconcilier notre peuple avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort nous vaincrons. Pour le premier responsable de cet établissement, l'instant est solennel et l'acte symbolique. Le drapeau, c'est un symbole de ralliement, un symbole d'unité, un symbole de respect des valeurs d'un pays. Je souhaite que demain, même pas demain, aujourd'hui, vous êtes appelés à gérer le Burkina Faso, à gérer d'autres pays africains. Donc, vous devez sacraliser le drapeau. Le représentant du ministre en charge de la Défense, présent à cette cérémonie, va plus loin. C'est un acte patriotique et hautement éducatif pour ses étudiants. Ces deux bandes horizontales rouge et verte, frappées d'une étoile dorée de 5 branches, symbolisent l'héritage que nos pères et nos ancêtres nous ont légué à travers notre indépendance arrachée de hautes luttes dans la sueur et le sang. Aujourd'hui encore, nous continuons de lutter sur plusieurs fronts contre le terrorisme et pour obtenir la vraie indépendance, cette fois-ci, pour notre vraie souveraineté. Depuis 16 ans, les étudiants de l'Université de l'Unité africaine sont périodiquement amenés en immersion dans les camps militaires du pays en vue de renforcer en eux les valeurs de discipline et d'amour pour la patrie, a indiqué le président du conseil d'administration de ladite université. Le Madiba Leadership Institute de Dakar, lui, veut amener ses étudiants à s'intéresser au développement local. Un voyage d'études au Burkina Faso pour s'imprégner de la politique de la société minière Ayam Gold et Sakan SA en la matière. On retrouve une fois de plus Archimède Boy. Des étudiants de Madiba Leadership Institute de Dakar au Sénégal à l'école de la société minière Ayam Gold et Sakan du Burkina Faso. Ils sont venus s'imprégner des pratiques des Sakan en lien avec la politique du développement local basée sur la décentralisation. Pour eux, cette société minière est un modèle économique. Vous savez, l'enseignant, c'est la recherche. Et quand on jette un coup d'œil sur ce qu'ils font, ça renvoie également à ce que nous voulons. C'est dire mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Et nous avons vu que, contrairement à ce qu'on peut penser des mines, c'est quand même une structure qui se soucie beaucoup du développement de la communauté. Donc, ils investissent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas que l'argent. C'est les projets structurants qui permettront à ces populations, même après le départ des mines, de rester dans le développement. Et ça, je pense que c'est très, très important. Le directeur général de Ayam Gold et Sakan salue le choix porté par cette école sur sa structure qui compte rester un modèle d'inspiration pour le continent. Je pense que c'est un modèle, je dirais, je pense, pilote, qu'il faut reproduire partout où nous parlons donc d'industrie extractive en Afrique. Un modèle, je pense, qui allie vraiment les intérêts de différentes parties prenantes, avec une notion importante qui est celle du partage de la richesse avec les parties prenantes. Ça, c'est absolument important et je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire, en tout cas de partager avec nos amis donc, de l'Institut. La société minière Ayam Gold et Sakan, c'est près de 433 milliards de francs CFA de contributions directes
à l'État burkinabé entre 2010 et 2020 avec plus de 2000 employés, dont 97% de Burkinabés. De quoi réjouir les populations de Korbogdo dans la commune de Saponé. L'Association pour la bienveillance humanitaire vient d'offrir un lot de réalisations sociales, une mosquée, un forage, des salles de classe, un dispensaire et une boulangerie. La remise du don a eu lieu hier vendredi. Bamouri Traoré, Maxime Ilvoudou. Un forage, une mosquée bâtie sur 400 mètres carrés, une boulangerie, un dispensaire, 3 salles de classe, des dortoirs pour 70 élèves et des boutiques pour le commerce. Ce sont là des réalisations de l'Association pour la bienveillance humanitaire ABH, inaugurée ce 9 février à Korbogdo dans la commune de Saponé. Cette mosquée fait sa toute première prière du vendredi. Des infrastructures socio-économiques et sanitaires avec un impact certain pour les habitants de la localité. L'impact significatif de ce projet, c'est de mettre à disposition de cette population une structure sanitaire pour les cas du dispensaire. Ils n'auront plus besoin de parcourir de grandes distances pour chercher des soins de base. Et pour les cas du forage, également, c'est une fourniture en eau potable. Pour les cas de l'éducation aussi, c'est une accessibilité à l'éducation. Donc à peu près, de façon globale, ce projet apporte vraiment un impact significatif pour la localité. Ce projet fait suite à une doléance des populations de la commune de Saponé adressée à l'ONG ABH. Les résultats concrets sont là. Le sentiment de satisfaction est total chez les autorités administratives de Saponé. Il faut dire que c'est une grande joie pour nous d'accueillir de telles infrastructures dans notre commune. Et il était donc de bon ton qu'on puisse effectuer le déplacement pour venir constater de visu le travail réalisé, encourager ceux qui ont été à l'origine donc de cela, notamment l'Association pour la bienveillance humanitaire, voilà, que nous félicitons et remercions donc d'avoir choisi notre commune pour réaliser ces infrastructures-là. Mais au-delà du village de Korbogdo, c'est la commune de Saponé qui gagne, c'est tout le Burkina qui gagne. Le projet est soutenu et financé par Piste Programme Charity, basé aux Émirats Arabes Unis, à hauteur de plus de 98,5 millions de francs CFA. Le centre de santé et de promotion de la trame d'accueil de Ouaga 2000 est la meilleure formation sanitaire du district de Bogodougou en termes d'accueil, de soins, de vaccination et d'organisation. Le CSPS, dirigé par l'infirmier Bourema Sandouidi, dame le pion à toutes les autres formations sanitaires du deuxième plus grand district sanitaire du Burkina. Luc Parbelguem a assisté hier à la journée de l'excellence qui a permis de reconnaître le mérite des uns et des autres. Suivez plutôt son reportage. Le CSPS de la trame d'accueil Ouaga 2000 sacré meilleure formation sanitaire du district de Bogodougou. Sur les 5 centres médicaux et les 34 centres de santé et de promotion sociale de l'ère sanitaire du deuxième plus grand district du Burkina Faso, en termes de population, c'est le centre de santé dirigé par l'infirmier chef de poste Bourema Sandouidi et son équipe qui s'est illustré le mieux en termes de soins et d'accueil des populations, d'organisation et d'indicateurs de performance. Bon, je pense que c'est une invite à plus de dextérité, à plus d'abnégation. C'est une invite au travail, disons. Donc nous allons nous améliorer où qu'il faut pour que l'année prochaine soit encore plus meilleure que cette fois-ci. Si la trame d'accueil s'est classée première en santé sexuelle et reproductive, en programme élargi de vaccination, en plus d'être meilleure formation sanitaire, le CSPS de Pissi de Koubri est premier en termes de gratuité de soins. Le CSPS de Rayongo est meilleur en prise en charge des malades de tuberculose et de VIH, tandis que le CSPS de Tansoventenga lutte mieux que quiconque contre les violences basées sur le genre. Cette journée d'excellence, avec ces prix qui seront distribués aux plus méritants, est un élément galvanisant permettant d'améliorer le niveau des indicateurs. Et en tant que responsable de formation sanitaire, nous pouvons vous rassurer qu'avec cet accompagnement, le challenge sera d'un niveau plus haut
dans les années à venir. 14 indicateurs de résultats ont prévalu à la détermination des prix. Parmi ceux-ci, on peut retenir le taux de nouvelles utilisatrices de planification familiale, le taux d'achèvement de la consultation prénatale, la proportion des nourrissons de moins de 2 mois nés de mères séropositives ayant subi un test de virologie du VIH et le taux de confirmation du paludisme. Le district sanitaire de Bordeaux a décidé de reconnaître et magnifier le travail abattu par les agents de santé au cours de l'année 2023. En effet, sous le leadership de la hiérarchie à tous les niveaux du ministère et des autorités, les agents du district de Bordeaux ont joué leur partition face aux grands défis d'amélioration de la santé des populations de son aire, et ce, dans des contextes souvent difficiles, dans lesquels ils ont fait preuve d'une grande résilience. Je cite par exemple la pandémie de la Covid-19, la réponse à la récente épidémie de dengue et les flambées de rougeole. Au total, c'est 21 prix, dont 4 généraux et 17 spéciaux qui ont été décernés. Le district sanitaire de Borodougou, organisateur de cette journée d'excellence, est lui-même primé parmi les meilleurs de Ouagadougou depuis 2018. L'ensemble de ces prix a été présenté au public du jour. Par ailleurs, 34 personnes admises à la retraite en 2022 et 2023 ont reçu des attestations et des kits au cours de la cérémonie. Au Sénégal, la pilule du report de l'élection présidentielle passe toujours mal. Ce vendredi, la société civile a appelé les Sénégalais à prendre d'assaut les rues. La manifestation est jugée illégale et a été réprimée par les forces de l'ordre. Au Sénégal, un rassemblement organisé ce vendredi à Dakar a été immédiatement dispersé par les forces de l'ordre. Les manifestants étaient venus protester contre la décision du président Macky Sall d'annuler les élections présidentielles. Le report du scrutin initialement prévu le 25 février a ouvert une grave crise politique au Sénégal et a plongé le pays dans une période d'incertitude. Macky Sall, ça suffit. Personne n'a jamais touché à la Constitution. Pourquoi l'as-tu fait? Personne n'y a jamais touché. Pour l'amour de Dieu, rends-nous notre mandat. Trop, c'est trop. Nous voulons la paix. Nous en avons marre. Nous ne voulons pas de violence. Quitte notre mandat. La journée a également été marquée par la mort d'un étudiant lors de manifestations à Saint-Louis dans le nord du Sénégal, a rapporté l'AFP. Des rassemblements dans plusieurs autres villes du pays ont été signalés au cours de ce qui a été considéré comme une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Manifester pour défendre notre démocratie. Nous avons appelé à une manifestation pacifique et pour cela, je pense que normalement, l'État ne devrait pas réagir de cette manière. Le report de la présidentielle sénégalaise de 10 mois a soulevé une indignation largement partagée sur les réseaux sociaux. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. Le président Macky Sall, lui, reste droit dans ses bottes. Ce report vise à garantir une élection inclusive. Il s'est expliqué également ce vendredi. Dans sa première interview depuis l'annonce du report de la présidentielle, le chef d'État sénégalais Macky Sall a défendu sa décision de reporter les élections, alors que de violentes manifestations éclataient à travers le pays. Je suis pour un processus inclusif, transparent et apaisé qui permette un passage de relais dans la douceur et dans la paix. C'est ça qui est le plus important pour notre pays aujourd'hui. Vous avez raison, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui vit des moments extrêmement difficiles. Ce n'est pas au moment où moi j'ai fini mon terme que je vais m'inventer une nouvelle carrière de dictateur ou de non-démocrate. C'est un tableau qu'on peint, mais qui ne correspond pas à mon profil, qui ne correspond pas à ma personnalité et qui ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu ces contestations crescendo, malgré les manquements, on aurait pu aller vers les élections. Sall a balayé les allégations selon lesquelles il avait créé une crise constitutionnelle, affirmant que le pays avait besoin de plus de temps pour résoudre les controverses sur la disqualification de certains candidats et un conflit entre le pouvoir législatif et juridique.
j'ai estimé que dès lors que l'Assemblée nationale... Le dialogue, pour moi, peut démarrer à tout moment, à partir de la semaine prochaine, mais je pense qu'il y a des préalables, si nous voulons qu'il soit une réussite. Et parmi ces préalables, c'est d'abord d'établir la confiance entre les acteurs, et c'est l'apaisement. Il faut apaiser et aller au dialogue. Donc, peut-être d'ici quelques semaines, 1 ou 2 semaines maximum, si les acteurs l'acceptent, je constate avec beaucoup d'intérêt, de plus en plus d'acteurs qui sont d'accord pour l'idée du dialogue, ça veut dire qu'on peut arriver à quelque chose assez rapidement. Faire son travail. Arrivé au pouvoir en 2012, Macky Sall, qui devait terminer ses 2 mandats le 2 avril, a reporté les élections prévues le 25 février au 15 décembre. Le Parlement sénégalais a voté lundi en faveur de ce report, dans un processus chaotique qui a eu lieu après que les députés de l'opposition ont été expulsés de force de l'hémicycle. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis les localités de Dourtenga dans le Koulpelogo. Je vous retrouve demain à partir de 11 h dans votre émission Presse Écho. Bon week-end.